Bonjour, je m'appelle Amandine Renaud, j'ai 43 ans, je suis primatologue et fondatrice de l'association PIWAC qui œuvre à la protection des singes et des grands singes au Congo central. Et je vais vous raconter ma vie en forêt tropicale au milieu des singes et des grands singes au Congo. Épisode 1, un rêve tenace. Je suis née le 27 octobre 81. J'ai grandi dans la banlieue lyonnaise, à 30 minutes de Lyon. Ça ressemblait à une petite cité avec des petits escaliers en colimaçon, du béton, quelques jeux pour enfants en bas de la cour. C'était comme des petits HLM. Je m'adapte toujours en fait aux environnements que je côtoie, mais je sais que j'avais besoin de nature déjà toute petite. On avait quelques arbres dans la cité, j'aimais bien aller au pied de ces arbres ou jouer à côté d'eux. Et je me souviens aussi à l'époque, dans cette petite cité, justement, il y avait pas mal de gens qui ne traitaient pas forcément bien les animaux, qui abandonnaient des chiens. Et je sais que toute petite, déjà, je ramenais pas mal de chiens, des lézards, des oiseaux à mes parents. C'était pas toujours bien accueilli, mais du coup, voilà, déjà toute petite, j'avais besoin d'être au contact des animaux comme ça. Ma mère, à l'époque, elle était nounou. Je suis fille unique. Alors, est-ce que c'est ça qui fait que je me suis rapprochée des animaux, peut-être, je sais pas. C'était une sorte de petite deuxième famille déjà à l'époque. J'ai toujours été timide, j'avais peur de tout. J'étais beaucoup quand même dans les jupons de ma mère jusqu'à longtemps. Les seules personnes ou autres êtres vivants que j'aimais fréquenter, c'était les animaux. Bonjour, Maki. Ben voilà. Bonjour. Comment tu vas? Je me suis un peu orientée vers les singes quand j'ai découvert le film de Diane Fossé, Gorille dans la brume, vers 7 ans à peu près, je pense. Diane Fossé, c'est vraiment une grande dame pour le coup, qui a permis de sauvegarder les gorilles de montagne. À l'époque, elle était envoyée par un anthropologue, paléontologue au Rwanda pour étudier les gorilles et prendre les premières données sur cette espèce. Et elle a fait plus que de prendre des données, elle a permis de changer le regard sur les gorilles. À l'époque, on pensait que c'était des brutes sanguinaires. Et elle a permis de montrer justement que c'était autre chose que ça. Du coup, c'est une grande dame qui a consacré sa vie aux grands singes, oui, aux gorilles, qui a donné de sa vie pour eux. C'est le symbole de l'abnégation. Elle se donne corps et âme à cette nouvelle famille. C'est ce que je dis aussi pour mes singes, pour mes poilus, comme je les appelle. Elle les protège et c'est beau, en fait. Mes parents m'avaient emmené dans les zoos de l'époque où là il y avait des chimpanzés, des gorilles, et c'est vrai que j'aimais bien rester à les observer. Mais par contre, la captivité, c'est vraiment pas mon truc. Je me souviens que toute petite, oui, je me disais je ferais quelque chose pour eux, mais pas dans les zoos, pas dans la captivité. En fait, c'est vraiment une question de défense, de justice et de se dire ces êtres vivants ont le droit de vie. On n'a pas le droit de décider de leur vie ou de leur mort parce qu'on est humain, quoi. C'est plus ça, en fait, qui m'attire et qui m'attirait déjà petite. Et c'est allé loin parce que... Pardon papa, pardon maman. Il y a eu un moment, en fait, où mes parents ont voulu acheter une maison. Il y avait un cognacier qui était centenaire au milieu du terrain. Et forcément, l'architecte voulait couper cet arbre. Et à l'époque... Je me souviens d'avoir vu l'adresse de Lambert Wilson qui devait être ambassadeur ou président. Je sais plus ce qu'il était au niveau du WWF. C'est une association de protection de l'environnement. Et du coup, je les ai contactés en leur demandant de l'aide, en fait, pour que mes parents n'aillent pas couper cet arbre. Et j'ai envoyé ma lettre et le temps a passé. Et un jour, la lettre est revenue avec la réponse de Lambert Wilson, ce qui m'a valu une petite engueulade à la maison. Il m'avait dit que c'était une bonne initiative, mais qu'il pouvait rien faire. Donc j'ai rien pu faire pour l'arbre. Mes parents n'ont pas acheté la maison, donc je sais pas si elle a été coupée. Mais je sais que même encore aujourd'hui, quand on me dit c'est pas possible de faire quelque chose pour la nature, je dis on va voir. On va voir si c'est pas possible. J'ai voulu faire plein de choses. Forcément, je voulais être vétérinaire. J'avais envie de soigner. J'ai fait je sais pas combien de stages où je m'incrustais chez mon vétérinaire pour regarder ce qu'on faisait. En fait, je pensais, et c'est ce qu'on nous disait à l'époque, que quand on aime les animaux, on fait vétérinaire. Mais en fait, il y a plein d'autres métiers qui existent
quand on veut être avec les animaux. On n'est pas obligé de finir dans un zoo ou de bosser dans une clinique. Moi, je voulais faire un bac scientifique pour être vétérinaire. J'ai pas un super niveau à l'école, hein. J'ai redoublé ma seconde, je galérais un petit peu, mais bon, j'essaye d'arriver en section scientifique et ça ne marche pas. Du coup, à l'époque, on nous orientait direct en économie. J'ai passé mon baccalauréat sciences économiques et sociales en 1999. Et en fait, quand je suis sortie du lycée, je savais pas trop quoi faire parce que je savais bien que j'avais pas mon bac scientifique et que je pouvais pas intégrer l'école veto. Donc c'est vrai que je suis sortie du lycée un peu perdue, à me dire maintenant je fais quoi? Et je sais pas pourquoi j'ai candidaté à droite et à gauche et j'ai fini par être appelée par une banque qui m'a proposé de faire un BP, c'est comme un BTS en fait, mais banque et finance. Et voilà, il n'était pas question que je reste à rien faire, donc non. J'ai fait ça, mais en me disant je trouverai un moyen de travailler avec les animaux. Donc c'était vraiment alimentaire et puis pour ne pas rester à rien faire à la maison en fait. Ça m'a appris plein de choses, c'était sympa, mais clairement c'était pas ce que je voulais faire de ma vie. Et je me souviens à l'époque, mon tuteur avait eu écho de ça et il n'avait pas vraiment apprécié que je lui dise que j'aimais pas du tout le monde de la banque. Et il m'avait gentiment demandé de devenir adulte et d'oublier mes rêves parce qu'à un moment faut grandir. Et ça, voilà, c'est comme de nombreuses phrases que j'ai entendues. Je me suis dit, non, je vais pas oublier mes rêves. Je sais pas comment je vais faire, mais non, je vais rester axée sur ce que je veux faire. Et donc là, j'ai mis toutes ces rentrées d'argent de côté en me disant, je trouverai un moyen. En général, j'ai été quand même beaucoup confrontée à des gens qui m'ont dit « t'y arriveras pas, tu feras pas, tu sais rien faire, t'es timide, t'as peur de tout, t'as pas le bon diplôme ». Et j'ai jamais rien répondu, mais par contre, intérieurement, c'était « parle toujours ». Je le disais pas ouvertement, mais je le pensais. Donc je suis à la banque et je sais que c'est pas ce que je veux faire de ma vie. Je sais que je vais finir par trouver un moyen d'aller auprès des singes. Et je crois que je cherche un petit peu comment partir. Et il me semble qu'à l'époque, donc c'est en 2003, il n'y avait pas de possibilité pour les gens comme moi qui avaient pas de diplôme scientifique, pas d'expérience. Je voulais vraiment partir voir les gorilles, en fait, rejoindre le Rwanda, la station de recherche de Dian Fossey. Et je suis tombée sur un monsieur, Fabrice Martinez, qui a créé l'association Gorilla. C'est un passionné de Dian Fossey aussi. On s'est liés d'amitié. Il m'a dit, tiens, dans ce projet-là, au Congo, ils prennent des gens sans expérience, tente ta chance. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis renseignée, que j'ai économisé. Et je me suis dit, voilà, c'est là où je vais partir. Et on va voir si je peux résister aux conditions de vie, si je suis faite pour vivre en forêt avec les singes, ou si je suis complètement, comme tout le monde le dit, incapable de. Donc je quitte la banque, je prends mon billet d'avion, je rentre chez mes parents et je leur dis, je pars au Congo. Et là, c'est le choc. Le tout premier voyage au Congo, c'était en 2003. J'avais 22 ans. Et là, c'est pareil, tout le monde m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire au Congo? T'as peur de tout. Tu vas voir un papillon, une araignée, tu vas partir en pleurant. J'ai fait mes 3 mois. Et en fait, pour moi, c'était le moyen de me dire, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce que je vais être assez forte sur le terrain? C'était hyper stressant pour les parents. Moi, je me souviens pas dans quel état j'étais, mais je sais que eux ont été complètement stressés parce que le Congo, ça fait peur. Je me souviens pas en fait du contexte à ce moment-là. C'est plus ce qui est transmis dans la presse. Le Congo, ça reste un pays loin. Il y a des dangers, il y a des guerres, il y a des maladies. C'est plus l'image du Congo qui est encore présente aujourd'hui. Donc voilà, les parents pas très à l'aise. Et puis c'était un autre monde en 2003, mine de rien. Il n'y a pas Internet. Je suis partie 3 mois. Je suis revenue en France avant les lettres que je leur avais envoyées, quoi. Donc du coup, je pars comme bénévole dans un projet chimpanzé, un projet qui s'appelle Help le Congo. Pour ce projet-là, c'était Congo-Brazzaville, donc l'ancienne colonie française. Je partais un peu à reculons en fait parce que vraiment moi à l'époque c'était gorille. Et ce centre chimpanzé est vraiment le seul centre qui m'a donné ma chance. Donc c'est vrai que j'y suis allée à reculons au départ en me disant un chimpanzé, ça m'intéressait pas en fait tout simplement. Moi j'avais vraiment envie de faire comme Dian Fossey. Je voulais vivre avec elle au milieu des gorilles et c'est tout en fait.
Donc quand j'arrive auprès des chimpanzés, je me dis bon, voilà, on va voir. Hein. Ça me fait toujours une expérience. Mais je suis super naïve en fait, parce que j'arrive, j'entends les autres de l'équipe, des autres bénévoles et les travailleurs qui disent oui, alors à cet endroit il y avait un éléphant et puis là je me suis fait charger par un buffle. Et moi je me dis quoi? Il y a des éléphants? Donc vraiment grosse naïve. Et premier jour en forêt, vraiment je me dis qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans les reportages. C'est des vêtements lourds parce qu'il pleut, on est en saison des pluies et on marche dans les marécages jusqu'à là avec les sangsues. Je me dis, qu'est-ce que je fais ici? C'est la préhistoire en fait. On fait un pas, on a des ronces, on a des fleurs poilues, on a des chenilles de toutes les couleurs. Tout est urticant. Enfin, pas tout est urticant, c'est pas vrai, mais il y a beaucoup d'insectes urticants. On peut pas se balader et mettre sa main n'importe où sans regarder en fait. On est obligé de faire attention à tout ce qu'on touche, tout ce qu'on regarde. On a des ronces de partout, des racines de partout, il y a des animaux sauvages, c'est des odeurs. Enfin moi j'ai vraiment cette impression de Jurassic Park. Parce que on avance, les arbres sont immenses. On doit être silencieux parce que si on est repéré, il y a des éléphants. Attention là-bas, t'entends, il y a un crocodile. Là on marche. Je tombe sur une ronce, il y a une autre ronce là qui me prend les cheveux, enfin c'est horrible. Le premier jour, je me souviens, c'était horrible. On cherchait un chimpanzé qu'on ne trouvait pas, donc on a marché des heures et des heures, il pleuvait. Vraiment, je me suis dit, c'est bon, je reste pas. Et en fait, on finit par trouver le chimpanzé qu'on était en train de chercher. Et c'est Bilinga, un chimpanzé qui était très proche des humains, qui est descendu de son arbre, qui est venu à côté de moi, qui m'a regardé. On était à 1 mètre, quoi, même pas. Il est venu, il m'a touché, il m'a pris dans ses bras, puis il est remonté dans son arbre. Et là, j'ai dit, ok, je reste ici. C'est bon, c'est les chimpanzés. Ça a été un vrai coup de cœur, quoi. C'est chouette. Il y a plusieurs espèces de grands singes et le plus grand des grands singes, c'est le gorille. C'est du coup sur cette espèce que Diane Fossé a travaillé. C'est une espèce qui a toujours été vue comme une créature violente, sanguinaire et autres. C'est ce qui est repris dans les films comme King Kong. En fait, pas du tout. Les gorilles, même s'ils sont énormes, c'est les plus pacifistes de tous les grands singes. Et à côté, il y a le chimpanzé qui est beaucoup plus petit, mais tout aussi fort, qui est très agile, très bruyant, très violent. C'est le plus proche de l'homme, du coup, hein, par la génétique, mais aussi par le comportement. Donc c'est 2 espèces différentes. Niveau morphologie, il faut imaginer oui, qu'un gorille, c'est beaucoup plus gros que nous. Un chimpanzé, par exemple, un chimpanzé adolescent, qui fait déjà 45-50 kilos. Quand on est assis, on a quasiment la même taille. Sauf que on n'a pas les mêmes bras, on n'a pas les mêmes mains, on n'a pas la même force. Nous, les humains, on fait partie de la famille des primates qui se séparent en plusieurs groupes pour faire simple. Et on est, nous, dans la famille des grands singes. Donc il y a les gorilles, les chimpanzés, les bonobos et nous. Et le chimpanzé, c'est notre plus proche cousin. Donc on a un ancêtre commun, on a plus de 99% de gènes communs. Et on a des ressemblances aussi au niveau comportemental. Le chimpanzé a un mâle comme chef. C'est pas une société matriarcale, c'est une société patriarcale. Ils sont filous comme nous, ils sont politiques, ils se projettent, ils arrivent à créer des alliances pour prendre le pouvoir. C'est aussi beaucoup de relations entre individus pour avoir la plus belle femelle, le plus gros mâle. Parce que du coup, dans les chimpanzés, il y a un mâle dominant, une femelle dominante, et ensuite il y a les dominés. Et il y a pas mal de techniques pour arriver au pouvoir ou pour garder sa place, et assurer une meilleure descendance, une meilleure alimentation à ses enfants. Donc on est semblables sur beaucoup de points en fait. Le fait d'être avec eux et d'apprendre aussi, ça m'a beaucoup appris sur moi. Ça a renforcé mon envie de faire ça. À l'époque, les bénévoles étaient comme des assistants de recherche. Donc on a une feuille et toutes les 10 minutes, on note le comportement des chimpanzés. Donc on était affectés soit au matin, soit l'après-midi. Donc quand on était du matin, on se levait à 4h. À 5h, on était sous le nid du chimpanzé. Et on le suivait jusqu'à la relève à 13h. Et à 13h, la deuxième équipe faisait la même chose jusqu'au coucher, 17h30, 18h.
Et donc, au début, on était 2, on était formés en fait par quelqu'un, et puis après, on était seuls. Ce qui se fait plus aujourd'hui, j'espère. On part pas en forêt tout seul, surtout pas en forêt tropicale. Mais à l'époque, ouais, on était tout seul et on passait 6 à 7 heures avec un chimpanzé, ce qui fait que ça crée des liens très 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 forts. Donc, je reviens du Congo. Déjà, je me souviens, ça a été violent. Le retour a été hyper violent parce que je sors de 3 mois de forêt, sans eau, sans électricité, sans téléphone, sans nouvelles. Juste avec des singes, des éléphants et quelques humains. Et je reviens en France et avec cette conviction de voilà, c'est ce que je veux faire. Je vais trouver cette fameuse solution pour arriver à ça. Et c'est très violent en fait de rentrer en France et de voir tout le monde triste, tout le monde râle. Je me rends compte de ce dont j'avais pas conscience avant en fait, mais on est quand même du bon côté, on a à manger, on a de l'eau, on peut se laver. On vit dans un confort exceptionnel et je réalise qu'en fait les gens autour de moi n'ont pas cette conscience en fait. Et puis les singes me manquent terriblement. Et mon chef à l'époque m'appelle, il me dit bon viens me raconter ton histoire, donc mon chef à la banque. Et je lui raconte cette histoire et il est génial en fait parce qu'il me dit on est d'accord que tu vas pas rester ici. T'as besoin d'argent, je te fais des CDD, ça te permettra de faire ce que tu veux derrière. Pendant la banque, j'ai décidé de reprendre mes études. J'ai un copain anglais qui me dit mais pourquoi tu ferais pas primatologue? Si tu peux pas faire vétérinaire, fais primatologue. Et là, ça fait ping. Ah, mais comme Diane Fossé. Un primatologue, c'est un spécialiste du comportement des primates. Enfin, pas que le comportement, c'est la génétique, la reproduction, l'écologie, l'environnement. Donc je m'intéresse à l'université qui propose le master de primatologie. C'est l'université de Roehampton, au sud-ouest de Londres. Et pour avoir un master, faut d'abord avoir une licence. Donc je garde ce master en tête, au chaud. Je choisis une licence de psychologie avec le CNED. Ça veut dire qu'en fait, je travaille à temps plein à la banque. Et le soir, je rentre et je bosse ma licence. Pareil, on t'y arrivera pas, tu vas lâcher. Moi aussi, j'ai voulu faire des études par correspondance, mais c'est pas possible. Et une fois ma licence en poche, je contacte l'université anglaise et donc j'ai pu intégrer l'université en 2008. En master de primatologie, je découvre un monde. Je sors d'un bac économique, d'une licence de psycho et là on me parle de génétique, d'un truc purement scientifique en fait. Et c'est du travail intense. Et en fait, c'était chouette parce qu'on avait, je crois, 6 mois de cours et après, c'était une recherche. En fait, c'est un master de recherche en primatologie. Donc, on nous apprend à être indépendants, à être des chercheurs. Et donc, un des critères d'obtention du diplôme, c'est tu fais ta recherche de A à Z. Faire sa recherche, c'est je trouve mon sujet d'étude, je trouve l'hypothèse, je trouve l'argent pour faire ma recherche. Et derrière, il y a une publication scientifique. Donc je retourne sur mon premier terrain où j'étais partie en 2003 et je fais mon master sur ces chimpanzés-là, ce qui me permet de revoir certains chimpanzés. Du coup, j'obtiens mon diplôme de primatologue en 2009 et en 2010, je décroche mon premier contrat de manager d'un centre de recherche pour bonobos avec le centre de recherche le Max Planck Institute qui m'envoie en République démocratique du Congo. Donc on change de Congo et on change d'espèce parce que je vais gérer un centre de bonobos qui est habitué. Donc j'ai commencé avec des chimpanzés qui ont été victimes du braconnage et qui ont été remis en forêt. Et là j'arrive au contraire avec des bonobos qui sont sauvages mais que les chercheurs habituent à la présence des humains pour faire de la recherche et potentiellement du tourisme. Donc c'est une nouvelle expérience, j'apprends énormément parce que du coup mon quotidien c'est avec les chercheurs. C'est une autre approche parce qu'on n'est pas au contact des singes, en fait on les observe à distance, on prend des données sur eux mais on n'a pas du tout de contact comme ma première expérience. C'est beaucoup d'observation. Après moi mon rôle c'était à l'époque de faire en sorte que tout se passe bien pour que les chercheurs mènent leurs recherches à terme. Et c'était bien, par contre, ça m'a dérangée. Déjà, il faut comprendre qu'un chimpanzé ou un bonobo sauvage, peu importe, un animal sauvage, quand il voit un humain, sa première réaction, c'est de fuir. Et donc, un animal qui est habitué, ça veut dire que des gens ont passé des heures et des heures, voire des jours, voire des semaines, voire des années à leur trousse
pour qu'ils arrêtent de fuir et pour que finalement, du haut de leurs arbres, ils acceptent les petits bipèdes en bas, quoi. Et moi, ça m'a dérangée. J'ai eu vraiment l'impression de faire de la télé-réalité, en fait. D'être aux fesses des bonobos du matin au soir pour prendre des données. C'est hyper important, c'est chouette, c'est un super centre. Enfin, en tout cas, où j'ai travaillé, c'était génial. L'équipe était géniale. J'ai vécu une de mes plus belles années avec les populations locales. C'était super. Mais cette approche d'habituation, ça m'a pas plu. Les bonobos font aussi partie des grands singes. C'est l'espèce sœur du chimpanzé. Et on les compare comme ça, en fait. Le chimpanzé mâle dominant. Chez les bonobos, c'est la femelle qui domine. Chez les chimpanzés, ils sont capables d'une grande douceur, d'une grande délicatesse, mais ils sont aussi extrêmement violents. C'est pas des peluches. Les bonobos, dès qu'il y a un conflit, une copulation et c'est terminé. Et c'est ce qui fait que je me suis un peu ennuyée aussi en forêt. Parce que c'était chouette de voir les bonobos, mais par contre, il n'y avait jamais d'activité, quoi. Le seul moment où on les entendait, c'était le soir, ils allaient vocaliser, ils se rassemblaient tous pour nicher ensemble. Alors que quand on est avec des chimpanzés en forêt, du matin au soir, ça tape, ça chante, ça court, ça vole, ça crie, c'est hyper vivant en fait. Donc c'est vrai qu'avec les bonobos, je me suis dit, bon, c'est chouette, mais je me vois pas continuer avec eux. Quand je rentre en 2010, j'avais envie de faire une thèse en primatologie. Et je me retrouve toute seule à me dire qu'est-ce que je fais maintenant. Et un copain, Farid Benamou, qui est un docteur en géographie, me dit ça fait 10 ans que tu as du terrain dans les pattes, tu as ton expérience, tu as ton diplôme, monte ton projet. Je dis mais n'importe quoi, j'ai pas envie de monter un projet, j'ai pas envie de monter une association, il y en a plein qui existent. Il me dit Amandine, si tu veux faire ta vie en suivant ton éthique, fais ton projet. Donc en 2013, je me dis bon allons-y. Quitte à pas être payé dans ce milieu, quitte à galérer, je fais ma structure. Et donc je crée Piwak et l'aventure commence. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de la saison de Destin consacrée à Amandine Renaud. Destin est un podcast énergie imaginé par Sarah Conan. Rédaction en chef et interview Anaïs Kopman, assistante éditoriale Marie Carrette, production Anne-Cécile Kiry, réalisation Cédric Ledoré. À très vite pour un nouvel épisode.